La Mega Drive a vécu longtemps, très longtemps, donc toutes les connaissances accumulées par ses développeurs ont permis de la pousser dans ses derniers retranchements. Même après la sortie de la Sega Saturn, on avait encore des nouveaux jeux qui arrivaient sur cartouche. Et parfois, on sentait qu'elle était pas encore prête à se faire remplacer. Je trouve ça marrant à analyser. Alors j'ai sélectionné quelques jeux qui, par leur ambition, me font dire que la Mega Drive, c'était parfois capable de faire plus qu'un rendu 16 bits. Je parlerai même pas de la fois où on lui a branché un champignon sur le dessus pour la faire passer pour une 32 bits. Non, ça on l'a déjà vu dans la dernière vidéo. Là, ce que je vais vous présenter, ça tourne sur une console nue. J'aurais pu citer Vectorman en guise de platformer avec des images digitalisées, mais dans cette catégorie, c'est limite Toy Story qui m'a le plus impressionné. Il y a tellement de phases variées, à la première personne, vue de côté, et même des phases de course avec une perspective hyper bien rendue grâce au zoom très fluide des éléments du décor. Parce que oui, c'est ça le truc. Ça pousse la Mega Drive à fond, mais le jeu tourne trop bien, il rame pas. Dans ce style monde des jouets, la Saturn avec Clockwork Knight, la Mega Drive, Toy Story. Même si en soi le jeu est aussi sorti sur SNES, mais étonnamment je le trouve un peu plus propre côté Sega. L'écran est plus grand, et il y a même des niveaux en plus. Comme sur Earthworm Jim, que j'aurais pu citer aussi dans ma vidéo précédente sur les fois où la Super Nintendo s'est prise pour une 32 bits, vu la qualité de ses animations, mais je préférais le garder pour la Mega Drive, vu qu'il se joue un poil mieux et qu'il a plus de contenu. Ce que j'aime ici, c'est que contrairement aux sprites digitalisés de Toy Story, là ça essaie pas de bluffer en simulant un effet 3D. Earthworm Jim, il assume pleinement sa 2D, et elle est tellement soignée qu'on croirait voir un cartoon dans certaines animations. Non, franchement, apprécions l'évolution. Au début de la Mega Drive, c'était des persos ultra rigides avec des décors simplistes comme dans Altered Beast, et fin 94, alors que les plus célèbres des 32 bits sortent au Japon, la Mega Drive nous prouve que c'est toujours une bête de machine 2D. Mais si à cette époque vous étiez plutôt branché polygone, vous pouviez aussi lancer un Virtua Racing. Bon, vous me direz, il y avait une puce dans la cartouche pour aider à faire des polygones. Mais c'est le jeu, sur SNES aussi ils mettaient souvent des puces additionnelles. Et dans le cas du Super FX, c'était jamais aussi fluide que ce qu'on a là sur Mega Drive. C'est étonnant comment c'est jouable. Et il a tout d'un jeu de course 32 bits ce Virtua Racing, entre les différentes vues notamment dans le cockpit, les replays après une course, et la quantité phénoménale de circuits. 3 ! Je vous rappelle que dans Ridge Racer, il n'y en avait qu'un, donc ça reste cool niveau variété et rejouabilité. Et tant qu'on est dans la série Virtua, parlons de Virtua Fighter 2. Bon là c'est un peu décevant qu'on soit plus en 3D, alors que c'est tout l'intérêt original de ce jeu d'arcade. Ça aurait pu être cool d'avoir une puce aussi dans la cartouche pour essayer de se rapprocher du rendu de la version 32X de Virtua Fighter. A la place, on a eu un D-Make 2D, et franchement, si on le juge pour ce qu'il est, il est quand même remarquable. Ils ont réussi à transposer tout le gameplay d'un jeu 32 bits sur une cartouche Mega Drive. Rappelons qu'il est sorti chez nous en janvier 97. Ça commence à faire tard. Mais donc les devs maîtrisaient la machine. Et ça leur permet de rendre le jeu très profond, même en 2 dimensions, avec ses différentes couches de scrolling et cette fausse réplique de mode 7 sur le sol. C'est très convaincant quand ton perso y saute. C'est marrant, quand je l'ai découvert il y a des années en n'y connaissant rien dans la Mega Drive Collection de la PSP, il m'avait pas bluffé. Mais aujourd'hui, avec un peu plus de bagage rétro gaming, je sais mieux apprécier certains plaisirs 16 bits. Restons dans les jeux de baston avec une adaptation Neo Geo, Samurai Showdown. Non mais vous avez vu la taille de ces sprites ? Contrairement à la version arcade, il n'y a pas les dézooms, mais autrement c'est hyper proche je trouve. Très belle conversion si vous aviez pas les moyens de vous prendre une cartouche à 2000 francs. C'est qu'elle est pleine de ressources, notre bonne vieille Mega Drive, pour une console sortie en 1988. Dans Ranger X, il y a des tentatives de 3D type Star Wing dans les cinématiques, entre 2 niveaux. Mais sinon ça fait quand même très 16 bits, avec une 2D somptueuse certes, mais en un clin d'œil ça fait pas forcément jeu Saturn. C'est plutôt quand tu t'attardes sur des effets visuels bien précis que tu sens la volonté d'aller au-delà de ce qu'on attendrait d'une Mega Drive. Avec plusieurs niveaux de scrolling bien détaillés, regardez-moi ce décor! Et dans ce niveau, l'impression de profondeur est tellement bien rendue. Bref, Ranger X a plein de moments où je me disais qu'on était un cran au-dessus de ce que les 16 bits se permettent habituellement de faire. Red Zone, déjà la cinématique d'intro, on croirait que ça vient d'un CD. Mais même niveau gameplay, constatez comme moi cet effet de 3D sur les murs lors des phases à pied. Et ces rotations en hélico. Là, on est sur du triple A. Tout comme Alien Soldier, dans un autre registre. Parce que même si les sprites sont bien gros, c'est surtout dans son gameplay que je me croyais pas sur Mega Drive. Il est hyper poussé, il y a plein de configurations possibles, avec une ergonomie très étonnante sur 16 bits. Vu la palette de mouvements très riche, sur seulement 3 boutons, c'est réussi franchement. Avec son système d'esquive,
On dirait un jeu indé moderne des années 2010 qui aurait été créé sur un moteur 16 bits pour se la jouer rétro. Donc pour moi, on est plus proche d'un jeu 32 bits en termes de mécanique. En même temps, c'est un jeu de 1995. The Adventures of Batman and Robin. Si vous aimez les illusions de perspective pour simuler de la profondeur, vous allez être servi. Résultat, c'est pas en 3D, mais ça arrive à être tellement dense visuellement qu'il lui manque pas grand chose, je trouve, pour se faire passer pour un jeu next-gen. Déjà, si ça avait été une cartouche 32X, j'aurais dit que c'était joli. Alors là, vous comprendrez que je suis en admiration devant le travail accompli. Sonic 3D Blast. Bon, le jeu est chiant comme la mort, mais c'est un des Sonic les plus techniques, visuellement, entre sa cinématique d'intro en images de synthèse, sur cartouche, wesh, et sa vue isométrique avec des sprites digitalisés. C'est pas pour rien qu'il est ressorti presque tel quel sur Saturn. Mickey Mania, un autre exemple où la version Mega Drive était supérieure à la SNES. Que ça soit la taille de l'écran, la finesse d'affichage, et les temps de chargement. La machine de Sega est devant. Il a un peu plus de cachet, même dans ses effets visuels. Sinon, vous commencez à connaître la chanson, on retrouve toujours de la fausse 3D, des phases variées, et de superbes animations. C'est pas pour rien qu'il est ressorti sur PlayStation. Pas sur Saturn, malheureusement. Comic Zone. Contrairement à Mickey, on dirait pas un cartoon. On dirait un comics. Là, au-delà de la DA, c'est drôle à dire, que je trouve hyper réussi, on peut pas nier que d'un point de vue purement visuel, sur Mega Drive, on a rarement vu de la 2D aussi belle. Tous les détails qui composent les environnements, le nombre de frames pour chaque sprite qu'on voit généralement dans des versus en 1 contre 1, là ça s'applique à un beat'em all qui propose de nouvelles idées à chaque case. Tu sors la même chose en légèrement plus fin, ça passerait crème sur une Saturn en début de vie. Panorama Coton. Alors j'admets que c'est pas ce qu'il y a de plus fluide, mais waouh, c'est ambitieux. Pour que vous vous rendiez compte, je vous mets Space Harrier 2, sorti en début de vie. Ah, l'effet de profondeur est pas le même, hein. 6 ans plus tard, Panorama Coton tente une mise en scène bien plus insolente dans ses niveaux variés. Mais le summum du top, c'est en 1997, Jurassic Park The Lost World. Pour moi, c'est le plus ouf graphiquement quand il essaie de nous en mettre plein les yeux pendant ces niveaux d'action qui se renouvellent à chaque fois par leur angle de caméra. Et ils sont fun à jouer en plus, vu comment c'est fluide. Le reste du jeu est un peu chiant, je trouve, mais je le retiens rien que pour ces phases-là. Avant de vous quitter, je voulais vous parler de 2 jeux non officiels. Real Bout Fatal Fury, c'est sorti l'an dernier par un dev brésilien qui s'est donné pour nous transposer les superbes animations de la version Neo Geo. Je trouve ça magnifique. Et enfin, vous êtes pas prêts, Castlevania Symphony of the Night version Mega Drive. Alors lui non plus, il est pas encore prêt, son créateur bosse toujours dessus, mais rien que le héros il rend déjà trop bien. Tout ça pour dire que la Mega Drive a pas fini de nous étonner. Quand tu vois tous les travaux modernes faits par des fans, tu te dis que pour une console morte, la communauté risque de la faire vivre encore longtemps. Et ça c'est sans compter tous les nouveaux titres qui arrivent dessus. Je sais pas vous, mais Earthion, c'est le jeu que j'attends le plus sur Mega Drive. Et c'est fou de réaliser que je prononce cette phrase une quarantaine d'années après sa commercialisation. Maintenant, si vous voulez voir les vrais 32 bits de Sega en action, je peux vous suggérer ces vidéos Saturn et 32X.